Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur la mondialisation et ses conséquences pour le tourisme. Alors, je ne vais pas forcément re-rentrer dans une définition de la mondialisation puisque c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans les chapitres précédents. Donc ça va être assez rapide, je ne vais pas tout réexpliquer, on va simplement rester sur une définition officielle qui consisterait à dire que la mondialisation, c'est l'accélération de la mise en relation des hommes et des sociétés, et aussi l'accélération des échanges entre toutes les parties du monde. Voilà, donc c'est un mouvement en fait qui vise à rapprocher les hommes et à accélérer les échanges entre tous les pays en fait du monde. Forcément, c'est un phénomène qui a un impact très fort sur le tourisme, puisque la mondialisation, elle a été permise, si vous voulez, elle a été rendue possible par le développement des transports, ce qu'on a déjà vu aussi dans un chapitre précédent. Et donc, qui dit développement des transports, dit forcément commerce. Hein, les hommes, en premier, ils ont voyagé pour faire du commerce. Et ensuite, le voyage pour le plaisir, c'est-à-dire le tourisme. Donc, il y a vraiment une relation étroite entre la mondialisation et le tourisme. C'est pour ça que je vous ai mis cette photo pour commencer, de touristes asiatiques devant la Tour Eiffel. C'est vraiment l'image de la mondialisation, c'est-à-dire que il y a quelques dizaines d'années, forcément, des touristes asiatiques, ils étaient moins nombreux à Paris. Là, le fait que des gens de pays assez lointains puissent se venir, par exemple, en France, c'est totalement lié au développement des nouvelles technologies et des transports, et aussi de la mondialisation. Voilà. Alors, on va essayer de voir un petit peu les. Voilà, donc là une autre photo. Hein, c'est bien sûr pas que des touristes asiatiques. Il faut pas tomber dans la caricature. Ça peut être des touristes de n'importe quel pays émergent qui aujourd'hui, grâce à la mondialisation, ont accès au transport, mais également ont accès à des moyens financiers. C'est-à-dire que la mondialisation, elle a tendance à créer des classes moyennes et des classes aisées dans tous les pays du monde, hein, même les plus pauvres. Et donc, ce sont des gens qui ont du temps libre et de l'argent et qui donc, en fait, vont en profiter pour copier, si vous voulez, les codes culturels et les pratiques culturelles des Occidentaux et donc venir faire du tourisme. Alors, on va essayer de voir un petit peu les conséquences de la mondialisation sur le tourisme. La première conséquence, c'est tout simplement la massification en fait du tourisme. C'est-à-dire que dans le monde, si l'on regarde cette courbe, on voit que la croissance du tourisme, elle est très forte, elle est exponentielle, elle augmente de manière très forte depuis les 50 dernières années. Alors, on peut donner quelques chiffres. Par exemple, en 1950, les mobilités internationales touristiques, elles concernaient seulement 25 millions de touristes, alors qu'aujourd'hui, on estime que c'est 1 humain sur 7 sur la planète qui pratique du tourisme. En 2012, vous avez la barre un peu symbolique, le seuil symbolique des 1 milliard de touristes qui a été franchi. Donc ça montre en fait, si vous voulez, que ce domaine d'activité, il n'arrête pas de croître et de devenir de plus en plus important. Alors bien entendu, il devient de plus en plus important du fait du développement des pays émergents. Comme je vous disais tout à l'heure, en fait, l'accession à la classe moyenne de population de pays en développement, tout simplement créer de nouveaux touristes qui profitent un petit peu de leur nouvelle richesse, entre guillemets, pour voyager. Ce qu'on peut imaginer, c'est que cette croissance ne va pas s'arrêter, même si aujourd'hui, en pleine pandémie, on peut se poser la question, puisque le tourisme est fortement touché. Mais le tourisme, c'est vraiment un domaine qui a tendance à rebondir lorsqu'il y a des crises
lorsqu'il y a des catastrophes, des actes terroristes, des guerres, on se rend compte qu'il y a un recul du tourisme pendant quelques mois, quelques années, et puis ensuite un retour à la normale assez rapide. On pourrait par exemple citer les attentats du 11 septembre 2001, où il y a eu une espèce de stagnation, on le voit sur la courbe. Et ensuite, en 2002, en fait, assez rapidement, en 2002 ou 2003, assez rapidement, la courbe est repartie et donc l'activité est revenue à la normale. Alors, avant la pandémie, parce que peut-être qu'aujourd'hui les prévisions seraient différentes. Avant la pandémie, l'OMT prévoyait que en 2020, il y aurait eu 1,5 milliard de touristes et qu'en 2030, on aurait quasiment dépassé les 2 milliards. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut se poser la question de la véracité de ces prévisions. On verra. Hein. Pour l'instant, personne ne peut le dire. Mais en tout cas, chaque année jusqu'à aujourd'hui, le secteur touristique connaissait une croissance de plus 4%. Et donc, c'était vraiment un domaine économique très important qui rapportait dans le monde 1500 milliards de dollars par an. Voilà. Alors, si on doit expliquer en fait l'évolution du tourisme mondial, on peut s'attarder sur quelques critères, quelques facteurs d'explication. Donc, le premier, ce serait des facteurs techniques, avec l'amélioration des moyens de communication et des moyens de transport, et notamment avec la baisse du coût d'un transport aérien. Ensuite, il y a des facteurs culturels, avec la diffusion de la culture du tourisme, et donc l'appropriation par les élites ou les classes moyennes des pays émergents de cette pratique occidentale. Bien entendu, il y a aussi des facteurs économiques avec la création de classes moyennes dans ces pays émergents. On pourrait aussi citer des facteurs sociaux, puisque dans beaucoup de pays maintenant se mettent en place des lois sociales visant à limiter le temps de travail et donc à donner des congés payés en fait aux gens pour qu'ils puissent tout simplement se reposer un petit peu et aussi pratiquer le tourisme. Et enfin, le dernier élément qui pourrait expliquer comme ça l'augmentation du tourisme, ce serait des facteurs politiques avec la réduction du nombre de frontières, l'aménagement de conditions d'accueil, de sécurité, des choses comme ça. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que le tourisme international, il est très important, il est en croissance très forte, mais ce que souvent les gens repèrent un petit peu moins, parce que l'image, la caricature, c'est le touriste international, le touriste asiatique avec son appareil photo. Mais en fait, le tourisme régional et le tourisme national, c'est-à-dire des Français, par exemple, qui visiteraient la France, c'est un domaine qui est très important. C'est vraiment, ça dépasse de loin le tourisme international. Donc là, je vous ai mis une photo d'une classe d'écoliers qui partent visiter Paris. C'est souvent le cas. Voilà, on a pas mal d'écoles primaires qui vont passer une semaine à Paris ou des choses comme ça. C'est du tourisme national. Alors, on estime aujourd'hui que dans le monde, ce tourisme national, il concernerait 5 ou 6 milliards de personnes, puisque 80% des déplacements touristiques le sont dans leur zone régionale d'origine. Ce qui veut dire qu'en fait, l'immense majorité des déplacements touristiques se font dans une zone qui est pas très étendue, allez, on va dire autour de 2 ou 3 heures de route, quoi. Sur le continent européen, par exemple, 87% des séjours internationaux sont le fait de ressortissants européens. Ce qui veut dire que la plupart des touristes en Europe sont des Européens. De la même manière, par rapport aux Français, 90% des voyages des Français se déroulent en France ou en Europe.
Ce qui fait que on a une image comme ça d'une France qui serait remplie de touristes américains ou asiatiques, mais en fait, les premiers touristes en France, ce sont les Français. Si je vous donne juste quelques autres chiffres, la part des Américains au niveau des touristes en France, chaque année, ne représente que 6% et celle des Asiatiques, 4%. Donc on voit bien que finalement, la présence internationale, elle est, et notamment hors européenne, elle n'est pas si importante que ça. Si on prend toutes les nationalités confondues dans le monde, il n'y aurait que 30% des touristes qui quitteraient leur continent d'origine pour atteindre notre continent. Donc ça fait vraiment pas beaucoup. Les deux nationalités qui font le plus de déplacements transcontinentaux, ce sont les Australiens et les Japonais. C'est peut-être lié aussi à l'isolement un petit peu de ces territoires. Alors, ce qu'on peut dire pour terminer rapidement sur cette conséquence de la massification du tourisme, c'est que le tourisme, c'est devenu une activité mondialisée et c'est devenu une activité économique très importante depuis 50 ans, on va dire. La majorité des touristes font des voyages dans leur aire régionale ou nationale. Et finalement, les touristes internationaux ne sont pas majoritaires dans cette répartition. Ce qu'on va voir maintenant, c'est les différents espaces touristiques dans le monde qui se détachent en fait, que l'on peut repérer. Alors, de manière assez schématique, hein. Premièrement, vous allez avoir les pays riches, donc les pays de la triade touristique, qui sont bien entendu, qui se retrouvent dans la même zone, hein, qui se calent parfaitement avec les pays de la triade économique. Alors, jusqu'au milieu des années 70, la grande majorité des touristes internationaux, ils viennent des pays occidentaux. Ce sont des Américains, des Allemands, des Australiens, des choses comme ça. La majorité, en fait, des flux touristiques existent entre trois grands pôles majeurs, qui sont l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie de l'Ouest. Pardon, l'Asie de l'Est. Pardon, ouais, l'Asie de l'Est. Alors, c'est une situation qui, aujourd'hui, a tendance un peu à diminuer puisque les pays émergents sont en train de s'ouvrir au tourisme. Mais je vous donne juste un chiffre. Par exemple, en 1950, 5 pays occidentaux concentraient 70% des flux internationaux. Et aujourd'hui, ces 70% des flux internationaux sont répartis entre 15 pays. Donc, vous voyez, en fait, il y a l'arrivée de nouvelles destinations qui vient un peu concurrencer les anciennes destinations de la triade touristique. Alors, pourquoi est-ce que la triade touristique reste quand même dominante? Tout simplement parce que la grande majorité des grandes métropoles qui offrent des facilités de transport, donc des grands aéroports, des ports, se trouvent dans cet espace. Et ce que l'on retrouve aussi, c'est la majorité de la richesse. Hein, les gens riches, les populations les plus riches vivent dans la triade touristique et donc possèdent de l'argent et du temps libre. Alors aujourd'hui, parmi les 5 pays européens, parmi les pays les plus touristiques, les pays qui reçoivent le plus de touristes, vous avez 5 pays européens qui figurent parmi les 10 premiers. Donc c'est l'Italie, la France, l'Espagne, l'Allemagne et l'Angleterre. Sachant que si je les replace dans l'ordre, la France, c'est le premier pays visité, hein. Ensuite l'Espagne, vous avez ensuite les États-Unis, et la Chine et l'Italie pour les 5 premiers. Donc ce que l'on peut dire, c'est que à l'échelle mondiale, le tourisme, c'est une activité qui est très polarisée, qui suit encore fortement la mondialisation économique et donc qui se retrouve, à suivre un petit peu les flux économiques.
Voilà. Aujourd'hui, les voyages les plus nombreux, les échanges les plus nombreux se font entre Europe, Amérique du Nord et Asie, notamment Japon. Et une partie de la Chine, sur l'Est, la Chine de l'Est. Ce que l'on peut voir également, c'est que au sein de cette triade touristique, on va retrouver ce qu'un géographe français a appelé des grands lacs. Hop, excusez-moi. Oui, voilà, c'est ça. Des grands lacs de vacances du monde. Donc le géographe, en fait, c'est Georges Cazès, qui en 1989 a écrit un livre qui s'appelle Le tourisme international, mirage ou stratégie d'avenir, et dans lequel il a remarqué que dans chaque pôle de la triade, on voyait apparaître ce qu'il a appelé un grand lac de vacances, c'est-à-dire une zone privilégiée pour le tourisme des populations de ce pôle. Donc je m'explique. Par exemple, pour l'Amérique du Nord, il a repéré que ce bassin touristique serait par exemple les Caraïbes et le golfe du Mexique, puisque on retrouve 87% de touristes américains qui se rendent dans cette zone, en Floride et dans les Caraïbes, les Bahamas, les choses comme ça. Tout simplement parce que c'est à proximité de chez eux, donc plus facile, plus pratique et forcément moins cher. Si on continue un petit peu avec ces bassins de vacances, pour l'Europe, il a repéré que c'était la Méditerranée, bien entendu. Et pour le Japon et la Chine, ça serait donc la mer de Chine. Voilà. Donc chacun de ces grands pôles de la triade aurait un bassin touristique approprié ou en tout cas privilégié pour les populations de ces pôles. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que la triade économique, elle domine encore largement le domaine du tourisme, puisque 75% des touristes internationaux viennent des pays riches, et en particulier des grandes métropoles. Donc, comme on l'a expliqué, c'est souvent le fait de la richesse, mais aussi des lois sociales en vigueur dans ces pays-là qui permettent en fait aux travailleurs d'avoir des semaines de congés payés. Alors, si on continue, la deuxième grande catégorie de pays touristiques que l'on va retrouver, c'est les pays émergents. Donc, depuis la fin des années 90 et grâce au développement de la mondialisation, vous avez un développement des pays émergents, ce que on a eu tendance à appeler les BRICS, qui vont petit à petit devenir de véritables puissances touristiques. Donc, par exemple, la Chine aujourd'hui, c'est la 4e destination du monde, avec 59 millions de touristes internationaux en 2017. L'OMT prévoyait avant la pandémie que la Chine deviendrait la première destination autour des années 2025. Voilà, bon, on verra si ça se passe ou pas. Donc, ce que je vous expliquais, c'est que il y a un fort développement du tourisme dans ces pays pour deux raisons. Premièrement, parce que il va y avoir le développement d'une classe moyenne à l'intérieur de ces pays. Et également parce qu'il peut y avoir des avancées sociales qui leur permettent d'avoir du temps libre. Donc, par exemple, on pourrait citer qu'en 1999, les Chinois ont obtenu 3 semaines de congés payés qu'ils surnomment les semaines en or. Donc, par exemple, lors de ces semaines de congés payés, il y a d'importantes mobilités nationales, puisque forcément, les Chinois, eux aussi, en majorité, font du tourisme régional ou national, donc ils se déplacent dans leur pays.
Et on a par exemple près de 2 milliards de déplacements touristiques en Chine lors de ces semaines en or. Ce que l'on peut dire par rapport à ces pays émergents, c'est que plus ils vont se développer et donc plus un nombre important de la population va accéder à la classe moyenne, sachant que certains de ces pays ont des populations très importantes comme l'Inde, comme le Brésil, comme la Chine. Donc il va y avoir une vraie révolution en fait en termes de tourisme, puisque ils ont un potentiel très fort de développement, un très fort potentiel d'accès au tourisme lorsque la majorité de la population va rentrer dans la classe moyenne. Ça va complètement en fait bouleverser la géographie du tourisme mondialisé. La dernière catégorie au niveau de cette géographie du tourisme mondialisé, ça va être les pays qui sont hors tourisme. Alors qu'est-ce que c'est ces pays qui sont hors tourisme? Ce sont des pays qui en fait sont exclus du tourisme mondialisé, tout simplement parce que ce sont des pays qui sont en crise. Donc là, je vous ai mis une photo, par exemple, d'une plage en Somalie. Aujourd'hui, bah oui, personne ne va faire du tourisme en Somalie parce que c'est trop dangereux. Il y a de la piraterie et de l'instabilité, en fait. Donc dès que vous allez retrouver des guerres, de l'instabilité politique ou des troubles, en fait, trop importants, il va y avoir une espèce d'exclusion de ce territoire du tourisme, ce qui est tout à fait logique puisque les touristes vont rechercher la sécurité avant tout lors de leur voyage. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun touriste qui peut se rendre là-bas, mais les voyageurs qui vont se rendre dans ce type de pays, ça va être plutôt du tourisme d'aventure, des gens qui vont être un petit peu hors des sentiers battus, voilà, sans organisation, à leur propre risque et péril. Je vous donne quelques exemples. En 2010, par exemple, 25 des 48 pays africains les plus pauvres ont reçu moins de 2000 touristes. Voilà, donc il y a une vraie relation entre situation politique, situation sécuritaire et fréquentation des touristes. Ça paraît logique. Je ne vais pas forcément plus loin puisqu'il y a un chapitre sur la géopolitique qui développe cette partie-là. Juste un petit chiffre pour continuer. L'Afrique et l'Asie du Sud ont accueilli en 2015 moins de 3% des touristes internationaux. Donc il y a une vraie mise à l'écart en fait de ces territoires de la part des touristes internationaux et du tourisme mondialisé. Je vous remets en fait à l'écran cette carte qui représente ce que l'administration américaine appelle l'arc de crise. Donc en fait, dans leur esprit, il s'agit de la zone dans le monde qui serait la plus dangereuse, qui concentrerait le plus de crises en termes de conflits, d'attentats, de choses comme ça. Et on peut remarquer en fait que c'est également la zone qui va accueillir le moins de touristes, en tout cas qui va être un petit peu aussi en exclusion entre guillemets du tourisme mondialisé, pas sur la totalité de la carte, notamment je pense au Maroc ou je pense à certaines zones, mais c'est quand même voilà, c'est quand même des zones qui sont assez, enfin, que les touristes ont tendance à éviter. Alors, juste ce que l'on peut remarquer aussi par rapport à cette question de l'insécurité, c'est que c'est ce que j'expliquais aussi dans le chapitre sur la géopolitique, mais je fais une petite, j'en parle quand même un peu. Un territoire qui connaît une crise ne va pas forcément être exclu éternellement du tourisme mondialisé. Là, je vous montre la photo d'une plage en Normandie lors de la Seconde Guerre mondiale, au moment du débarquement.
c'était bien entendu une plage sur laquelle il n'y avait pas de tourisme à l'époque. Vous imaginez bien, hein, c'était une plage qui était totalement minée, où il y avait des mitrailleuses, où il y avait des combats. Donc bien entendu, c'était une zone qui était hors tourisme, si on peut dire. Et aujourd'hui, la même plage qui a complètement retrouvé un aspect normal avec des visiteurs et des touristes qui se rendent sur ce territoire sans problème. Donc on pourrait très bien imaginer que les zones aujourd'hui hors tourisme puissent un jour redevenir potentiellement touristiques. Donc si je résume un petit peu ce que j'ai dit, puisqu'il n'y a pas besoin de rentrer trop dans les détails, si je reprends en fait quelques cartes que vous avez à l'écran, on se rend compte que la triade économique, en fait, c'est exactement la même que la triade touristique. Hein. Vous voyez que les flux touristiques, donc ces espèces de flèches rouges épaisses, en fait, représentent les flux touristiques les plus importants, les flux touristiques majeurs. On voit bien en fait qu'ils relient l'Amérique du Nord, l'Europe et le Japon, ou en tout cas l'Asie de l'Est, avec aussi une partie de la Chine littorale. On se rend compte aussi que les grands foyers émetteurs de touristes sont les pays les plus riches, les pays de la triade, et que à côté de ces pays qui font en fait le cœur du tourisme, on voit apparaître tout simplement des destinations secondaires, ce qu'on pourrait appeler des foyers secondaires, notamment avec les pays en jaune qui sont les BRICS, hein, qui sont des pays en développement, qui commencent en fait à concurrencer un petit peu cette triade touristique. Je continue juste pour vous montrer. Voilà, pour vous montrer la façon avec laquelle on pourrait en fait schématiser cette carte. Là, c'est une carte qui continue à garder des contours un petit peu pour représenter les continents, mais on pourrait très bien imaginer faire un schéma hein, sans avoir ce souci de ressemblance, et tout simplement en fait créer donc avec des grands ronds recréer la triade avec des flèches donc importantes, enfin des flèches assez épaisses pour représenter les flux touristiques majeurs, et en dessous peut-être des ronds plus petits pour montrer les pôles secondaires. Voilà, on essaiera de faire ça en classe, hein, je pense, ou c'est quelque chose qu'on a peut-être déjà fait. Voilà. N'hésitez pas, si quelque chose n'est pas clair, à revenir vers moi, et je vous souhaite un bon courage pour la suite.